Salutations les économistes en devenir, je suis ravi de vous retrouver et de constater que le premier épisode consacré à Aristote fut un tel succès. Pour continuer notre aventure sur une bonne lancée, je vais faire un énorme bond chronologique qui sera sans doute comblé plus tard. Aujourd'hui, c'est Adam Smith. Adam Smith, né le 5 juin 1723 et mort le 17 juillet 1790, est un philosophe et économiste britannique des Lumières. Premier mot-clé, les Lumières. Outre le surnom ironique que vous donnez à vos amis un peu bêtes, les Lumières, c'est une tendance et un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émergea dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et ce surtout en Europe occidentale. En l'occurrence, c'est le mouvement lumineux écossais qui poussa Adam Smith et auquel il contribua. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais vous vous étonnez sans doute de sa formation de philosophe. Première chose intéressante donc. Il faut savoir que cet homme considérait que sa philosophie primait sur son étude de l'économie. Sa philosophie est peu reconnue malheureusement, et pourtant elle est intimement liée à la façon dont il faut comprendre son œuvre dans son ensemble. Du coup, les principes décrits et énoncés ont pu être mal compris ou mal utilisés. Ainsi, le fameux principe de main invisible est source de polémique au cours de l'histoire. Mais parlons-en. Il est important de parler brièvement de la philosophie de cet Écossais pour parler d'économie. Même si bien des économistes se contenteraient bien de garder seulement les ouvrages économiques. Il faut dire que la philosophie, ça ramène pas d'argent, mais l'économie au contraire, si. Alors, la main invisible pourrait se décrire ainsi. Les riches sont égoïstes et veulent s'enrichir. Mais en faisant travailler les ouvriers, ils leur assurent du travail et font marcher l'économie tout entière. Certains pourraient se hérisser face à une définition si vulgarisée, mais Adam Smith n'a que très peu employé cette expression, et puis ce que j'énonce, en plus de correspondre à ce principe, représente assez bien le capitalisme dans son ensemble. Bien joué Smith pour avoir cerné le fonctionnement du système. Vraiment bien joué. La philosophie, basée sur les comportements et sentiments moraux, a permis de comprendre que l'intérêt à l'échange de chacun fait naître une main invisible qui assure un bon fonctionnement du système. Mais bon, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles de ces concepts, et Smith n'étant plus là pour nous en parler, je ne peux rien affirmer. Je suis terriblement fier de vous annoncer que j'ai réussi à relier le précédent épisode à celui-ci. En effet, comme Aristote en Grèce auparavant, Smith ne considère pas la richesse des nations comme étant basée sur l'or, contrairement à bien des mercantilistes de l'époque, mais il considère les consommations et besoins dans leur ensemble. L'or, ce n'est que le moyen d'obtenir des biens, et pour Smith ce sont les biens la véritable richesse d'une quelconque nation. Faut comprendre qu'à l'époque c'est pas la joie en Europe, Nombreux sont les paysans affamés, et l'or ne leur est pas aussi familier que l'agriculture, qui a plus de valeur selon Smith que de vulgaires pièces d'or. Mais bon, allez dire ça aux gens qui meurent de faim. Pour lui, l'origine de la richesse est le travail des hommes. Il pose ainsi les bases de la doctrine de la valeur travail, qui sera pleinement théorisée au cycle suivant par David Ricardo, un copain à lui. Et donc là, on touche à un sujet intéressant et expliquant notre monde moderne. La division du travail, c'est très important ça. La division du travail consiste en une répartition toujours plus spécialisée du processus de production, de sorte que chaque travailleur peut devenir spécialiste de l'étape de la production à laquelle il se dédie, accroissant donc l'efficacité de son travail, c'est ce qu'on appelle la productivité. Ainsi, exemple, dans une usine de fabrication de têtes d'épingle, oui je sais, c'est bizarre, les travailleurs font chacun une tâche spéciale, plutôt que de tous faire la même chose, à savoir des têtes d'épingle, et donc ils sont plus rapides, même si c'est rébarbatif voire abrutissant, je vous le concède. Et ouais, tu saisis mieux maintenant pourquoi est-ce que les petits Chinois ils travaillent à la chaîne en serrant un seul boulon, chacun, plutôt que de fabriquer des iPhones entiers, chacun. La productivité, c'est vraiment le saint graal en économie. Pour reprendre l'exemple de la Chine, ou plus récemment des pays comme le Bangladesh, c'est parce que ces pays ont plus de main d'œuvre pas chère que de ressources financières, contrairement aux États-Unis par exemple, qui font fabriquer par d'autres. Faire ou faire faire est la question shakespearienne qui convient ici. Le libre-échange est un sujet moderne mais ancien. À croire que notre monde ne change pas tant que ça. Pas besoin de vous faire un dessin du libre-échange, mais une petite explication du contexte s'impose. Le libre-échange de notre monde actuel ne connaît plus beaucoup de barrières, ou du moins beaucoup moins qu'à l'époque de Smith. Néanmoins, il y avait de l'échange international, parfois exempté de taxes, notamment l'Angleterre avec ses colonies. Et notre ami Adam remarqua qu'il valait mieux acheter les choses plutôt que de les fabriquer, quand ça coûte moins cher bien sûr. Oui, je radote, c'est la division du travail, mais ça introduit une notion clé, les avantages absolus. Et oui, dans un monde parfait, produire du vin devrait coûter partout pareil. Pourquoi alors au Portugal et en Angleterre, c'est pas le même prix de production ? Eh bien parce que ces pays n'ont pas les mêmes avantages. Il fait plus chaud au Portugal, et la vigne, vous le savez, ça aime un climat portugais, ou du moins un peu plus chaud quoi. Alors cet avantage absolu devrait pousser le Portugal à se spécialiser dans le vin et à échanger ce que l'Angleterre fait moins cher qu'elle, comme le drap. Avantage absolu, avantage tout le monde.
On peut même y voir une main invisible d'une certaine façon. Parce que les deux pays cherchent les économies, mais ces deux radins vont finalement améliorer la situation économique générale de la sorte. Génial, non? Ricardo, encore lui, viendra cependant apporter plus de précision sur ses avantages, mais c'est pas le sujet ici. Passons au rôle de l'État. Mais ça n'en finit pas, te dis-tu. Eh bien sache que Smith est ce qu'on appelle un économiste classique. C'est donc un économiste très attaché à la valeur du travail, notamment, et si on peut résumer les classiques ainsi. Et ce fut même le premier, et un des personnages qui a le mieux compris le système économique. Donc, faut en parler. Bon, dernière partie, comme j'ai déjà dit, le rôle de l'État. Adam Smith avait été témoin de l'éclatement d'une bulle financière qui avait décimé le système bancaire d'Édimbourg. Sur 30 banques, seules 3 avaient survécu. Pour lui, livré aux seules forces du marché, la finance fait courir de graves dangers à la société. C'est pareil qu'aujourd'hui. Du coup, l'État se doit de limiter les actions, voire les méfaits de la finance, qui certes permet d'accélérer l'économie, mais qui est une sorte de corps infectieux, et cette infection c'est la cupidité et la prise de risque. Et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, hein. Les nombreuses crises et bulles quasiment cycliques sont des exemples incontestables. Ici, l'intérêt de certains prive de leurs intérêts d'autres. Il n'y a plus de mains invisibles qui tiennent. Adam Smith définit enfin les fonctions d'un État gardien de l'État général. Il s'agit d'abord des fonctions régaliennes. L'État doit, grossièrement, protéger les citoyens contre les injustices et les violences venant du dedans comme du dehors. Pour conclure, j'aimerais énoncer de cette superbe blague. Posons le contexte. Keynes et Smith sont sur un bateau. Le premier, Keynes, tombe à l'eau. Mais qui donc a bien pu le pousser à l'eau? Quelques instants de réflexion, et voilà la réponse. Eh bien c'est la main invisible, pardi. Voilà. Revenons à nos moutons écossais et synthétisons l'apport massif de Smith. Philosophe et économiste de formation, il a influencé le monde dans l'analyse très détaillée et scientifique de l'économie. Vient ensuite le concept de la main invisible. Main invisible qui devient si chère aux défenseurs de l'entrepreneuriat capitaliste, qui finalement ne s'appliquait qu'à l'économie essentiellement artisanale de l'époque d'Adam Smith, lui-même se méfiant des industriels et de leur manigance. Donc voilà, main invisible détournée de son sens premier. Ensuite, la richesse des nations et la division du travail sont liées, et ces descriptions du monde vont influencer les siècles suivant la mort de Smith. De plus, le libre-échange et les avantages absolus viennent aussi expliquer et éclairer les acteurs de ce monde économique qui s'inspireront de cette dissection du système. Finalement, Adam Smith nous rappelle le rôle de l'État très important face à une économie pouvant être victime de dérives et de cupidité, ce qui est préjudiciable, il faut le dire.